Aujourd'hui, on va se poser une question que pas beaucoup de gens se posent. On va se demander quelle aurait été la position de Lénine sur les municipales. À première vue, c'est pas évident, parce que les élections locales, c'est des élections un peu spéciales, les gens s'y intéressent beaucoup moins, et les gens surtout votent beaucoup plus à droite que les présidentielles. Des partis comme le PS ou les Républicains qui arrivent plus à faire aucun résultat au niveau national, ils arrivent encore à survivre aux municipales, et ils arrivent même à garder la majorité des mairies. C'est aussi une élection de barons, où la plupart des maires vont rester aux manettes pendant 10 ou 20 ans, et où le clientélisme est à peine caché. Si vous regardez dans les grandes villes en dehors de Paris, les candidats de la droite, ça va même être carrément les capitalistes du coin. Rien qu'aux élections 2026, à Lyon par exemple, la droite présente Jean-Michel Aulas, l'ancien propriétaire de l'OL, qui a un capital de 450 millions d'euros. À Montpellier, on a Moed Altrad, qui lui est carrément multimilliardaire et qui est propriétaire d'une des plus grandes entreprises du BTP au niveau mondial. Et à Marseille, la candidate de droite, qui a fait à peine 10% au premier tour, c'est la fille d'un industriel du coin. Donc on a une élection notable qui intéresse moins de gens, et ça pose la question de si on doit s'y intéresser en tant que révolutionnaire. Pour beaucoup de gens, c'est même curieux de voir des révolutionnaires dans ce type d'élection, parce que tout le monde sait qu'on peut pas faire la révolution dans une seule ville. Et en même temps, à chaque municipal, sur les panneaux d'affichage, on a l'habitude de voir plusieurs listes d'extrême gauche, à côté de celle de la gauche piste cyclable et de la droite. Dans beaucoup de grandes villes, ça peut aller jusqu'à 3 ou 4 listes d'organisation qui vont faire entre 0,3 et 2%. Tout ça pose plusieurs questions. La première, c'est déjà de savoir à quoi ça peut servir pour les révolutionnaires de se présenter aux élections en général. La deuxième, c'est qu'est-ce qui serait réellement possible de faire si on était élu en tant que communiste dans une mairie. Mais surtout, on peut se demander dans quel contexte ça peut être pertinent pour les révolutionnaires de se présenter à ce type d'élection, et est-ce que c'est une bonne tactique actuellement pour l'extrême gauche de se présenter aux élections municipales. D'abord, faut dire que pour certaines personnes, c'est même pas évident que les communistes doivent se présenter à des élections en général. Les anarchistes, par exemple, sont pour le boycott, mais même chez les communistes, il y a toujours eu des courants qui disaient que les élections bourgeoises servaient plus à rien et qu'il fallait pas y participer. Sur ça, il y a une réponse de Lénine qui est assez connue, qui se trouve dans un texte qui s'appelle Le gauchisme, la maladie infantile du communisme, dans lequel il va reprendre en fait les arguments qui étaient déjà donnés avant lui par Marx et Engels sur les élections. Leur argument, c'est que tant que les élections bourgeoises retiennent l'attention des masses, tant qu'elles en ont quelque chose à faire, il faut que les communistes s'en servent pour faire de la propagande révolutionnaire. À l'époque, il y avait déjà des élections locales, et même s'il n'y a pas grand monde qui a écrit dessus, ils s'en servaient déjà de cette manière. Lors du deuxième congrès de l'Internationale communiste, on va même avoir une résolution spéciale sur les élections locales, qui va parler de comment les communistes doivent se comporter en cas d'élection municipale dans ce genre de cas. Elle contient plusieurs directives comme s'opposer au pouvoir bourgeois central, mettre tout en œuvre à partir de la mairie pour aider les pauvres et les travailleurs, mettre en place une milice ouvrière et se servir du pouvoir local directement pour faire de la propagande révolutionnaire. Donc si des marxistes arrivaient à prendre une mairie, il y aurait quand même des choses à faire. Mais même dans ce cas, il faut garder en tête que lorsque des communistes ont vraiment mis en place ce genre de choses dans des mairies, la bourgeoisie les a fait sauter par des moyens légaux. Par exemple, en 1924, lorsque le maire communiste de Douarnenez en Bretagne soutient une grève dans sa ville, la bourgeoisie, elle le suspend immédiatement dans ses fonctions. La seule chose qui va lui permettre de revenir à la mairie, ça va être une énorme mobilisation, pas seulement dans la ville, mais dans la France entière. En plus de ça, le maire va se faire tirer dessus par des miliciens fascistes, et avec toute la pression populaire, la bourgeoisie va être forcée de lever la suspension. Ça vous donne une idée d'à quoi on peut s'attendre si une mairie essaye vraiment de mener une politique communiste. La bourgeoisie peut encore supporter les mairies type PCF des années 70-80, avec des politiques de réforme sur la gratuité, sur le logement, etc. Par contre, elle peut pas se permettre qu'une mairie communiste s'oppose directement à l'État ou aux entreprises. Si l'État est menacé, la bourgeoisie va attaquer directement les élus, et là, on a intérêt à avoir un soutien populaire massif pour les maintenir en place. Ce qui m'amène à la deuxième question qui est celle du contexte, c'est-à-dire quand est-ce que ça peut être pertinent pour les marxistes de se présenter aux élections locales. Actuellement, on est encore loin du soutien massif à une politique révolutionnaire qui serait nécessaire pour qu'une mairie communiste puisse tenir face à l'État bourgeois. C'est une situation qui peut complètement changer dans les années à venir, mais à l'heure actuelle, pour les révolutionnaires, se présenter aux élections locales, ça va surtout être une question de tactique, pas tant pour gagner la mairie, mais plutôt sur des questions d'agitation et de propagande. Et en soi, même si c'est une tactique qui peut être intéressante sur le plan de la visibilité, elle vient aussi avec pas mal de problèmes. Le premier est celui qui intéresse le plus les gens qui sont pas militants, c'est la question du sens des proportions, de garder les pieds sur terre. Parce que présenter une candidature d'extrême gauche, ça veut aussi dire devoir justifier sa candidature devant les masses et le mouvement ouvrier. Ça implique de devoir expliquer aux gens que c'est un choix logique, voire même un vote utile de voter pour sa liste. Dans un contexte municipal où vous avez énormément de villes qui sont tenues soit par le PS, soit par LR, et où les gens sont même pas sûrs de voir la France insoumise au second tour. Il faut quand même y aller pour expliquer à des gens pour qui voir gagner LFI ce serait déjà un miracle, que le vote utile c'est une liste d'extrême gauche. Alors que les gens savent très bien que ces listes feront entre 0,5 et 3% au maximum, et qu'ils auront de fortes chances de se retrouver avec un maire PS, LR, RN, etc. On peut avoir le même type de réflexion d'ailleurs pour les présidentielles et pour les législatives. C'est-à-dire que se retrouver à expliquer que le vote utile contre la droite et l'extrême droite, c'est pas le gros parti de gauche réformiste, mais c'est la liste d'extrême gauche qui va faire 1%, c'est pas une position pratique pour les militants. On se retrouve facilement à faire ce contre quoi Lénine met en garde dans son livre sur le gauchisme, c'est-à-dire se déconnecter des masses et de leurs préoccupations. Il y a une différence entre expliquer aux gens que le réformisme n'est pas une solution et refuser de reconnaître que les réformistes sont actuellement à la tête du mouvement ouvrier. Si on explique aux gens que la politique des réformistes mène à rien, beaucoup de travailleurs vont pas être d'accord avec ça, mais ça reste une réalité. Par contre, si on leur explique que la liste qui aura au second tour contre le PS et la droite, ce sera pas une liste LFI, mais une liste extrême gauche,
là, c'est juste hors sol. Et ce risque de se déconnecter de la réalité politique, il est doublé par le fait que pour beaucoup de listes d'extrême gauche, elles savent très bien qu'une grosse partie de leur électorat risque de faire un vote utile vers LFI. Du coup, ça devient une nécessité pour la campagne et pour aller chercher des votes, de focus ses tirs sur les réformistes plutôt que sur la droite et sur l'extrême droite. Et ça, c'est pas acceptable pour les gens normaux, qui ont souvent juste le choix entre LR, PS et peut-être LFI, de voir que l'extrême gauche s'attaque en priorité à la gauche radicale plutôt qu'à la droite. Et souvent, cette critique de la gauche réformiste, elle finit par tomber pas tant sur le programme, mais sur la critique du profil des candidats. C'est-à-dire sur l'idée que l'extrême gauche présenterait des candidats plus ouvriers, plus opprimés, plus basés, plus légitimes que ceux de la France insoumise pour représenter la gauche dans ces élections. Et même si c'est pas faux que les réformistes présentent plus de cadres que l'extrême gauche, au final ça a assez peu de valeur si la plupart des travailleurs ont 95% de chances de se retrouver au second tour, soit avec Éric Ciotti, soit avec Anne Hidalgo ou équivalent. Au-delà d'épuiser les forces des militants, une campagne électorale, ça implique aussi de devoir convaincre les gens qu'on est crédible, qu'on n'est pas une candidature de témoignage. Et ça peut facilement pousser à ne pas voir la réalité en face, et à faire croire aux gens et aux militants qu'à l'heure actuelle, déjà, les communistes peuvent contester des élections de ce type aux réformistes. Alors que pour la quasi-totalité des gens, c'est évident qu'on n'est pas du tout dans cette situation-là. C'est-à-dire dans la même logique que ce que critique Lénine dans le gauchisme, de refuser de constater la force des réformistes et d'agir en fonction. De se déconnecter des gens en leur expliquant que l'heure des LFI est passée et que le temps est venu du vote d'extrême gauche, alors que c'est pas la réalité qu'ils ont sous les yeux. Maintenant, pour le reste des problématiques, on va se rapprocher de ce dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur Que faire il y a quelques mois. Jusqu'ici, on a vu que le point de vue de Lénine sur les élections dans l'absolu, c'était de se dire que c'est toujours une bonne idée de saisir toutes les occasions de faire de la propagande révolutionnaire. Après, se présenter ou pas aux élections, c'est une question de tactique. Et comme pour toutes les questions de tactique, faut qu'on s'intéresse au contexte. Ça va forcément dépendre d'à quel point les idées révolutionnaires sont populaires à gauche, de quelle est la taille et l'influence des organisations révolutionnaires, de, comme on le disait juste avant, si les marxistes se présentent, est-ce que la candidature elle serait crédible, et enfin, est-ce que c'est possible de faire un résultat notable sur la base d'un programme communiste et révolutionnaire. Actuellement, vu l'état actuel de l'arène politique, la réponse c'est plutôt non. Puisque le marxisme révolutionnaire est encore très minoritaire dans le mouvement ouvrier, qui est encore dirigé par les réformistes, ça reste très difficile de faire de bons résultats sur une base vraiment communiste. Le contexte il est très différent de quand l'international communiste publiait sa résolution spéciale sur les élections locales dont je vous parlais plus tôt. À l'époque, à peu près en 1920 en France, les communistes viennent de partir avec les 2/3 du plus gros parti ouvrier français. C'est-à-dire qu'officiellement, le marxisme révolutionnaire est censé diriger le mouvement ouvrier. Ce serait bien qu'on en soit là, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Pour l'instant, se présenter aux élections locales ou nationales avec le même programme que les communistes de 1920, c'est forcément s'exposer à faire des résultats très bas. Et même si on part du principe qu'on fait campagne uniquement pour la propagande, uniquement pour avoir une tribune, ça reste très difficile pour les organisations d'accepter de faire des résultats extrêmement bas, comme par exemple 0,3%. Rien que pour le moral des militants, c'est désespérant de se dire qu'on a fait campagne pour rien, qu'on a travaillé pendant des semaines pour un résultat très bas. En fait, très rapidement, on tombe sur les mêmes problèmes dont je vous parlais dans la vidéo sur Que faire, de course à la popularité dans des conditions qui sont pas propices. C'est-à-dire que dans une situation où les idées révolutionnaires sont pas encore populaires, pour passer de 0,3 à 1 ou 2%, ou même aux 5 ou 6% que le NPA et LO faisaient dans les années 2000, il va falloir aller chercher des voix en dehors des gens qui seraient prêts à voter pour des révolutionnaires. C'est-à-dire que quand le socialisme, la révolution ou la dictature du prolétariat, c'est pas encore des choses qui sont considérées comme très crédibles par la majorité des travailleurs, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher du soutien à gauche en se rapprochant des idées réformistes qui, elles, sont déjà populaires. Pour dire les choses encore plus simplement, aujourd'hui le marxisme est encore niche, donc si on veut faire un résultat moins niche aux élections, il va forcément falloir aller chercher des voix avec autre chose que le marxisme. Je précise quand même que ce que je veux dire, c'est pas qu'il faudrait présenter comme seul programme le socialisme et la dictature du prolétariat pour passer pour les plus gauchistes possibles et faire le plus petit résultat possible. C'est normal de mettre en avant des réformes, d'avoir des revendications transitoires, etc. Là, je parle plutôt de ce que critique Lénine quand il parle d'économisme, c'est-à-dire le fait pour les révolutionnaires de limiter leur programme à ces réformes, même très radicales, et à ces revendications. Je vous refais pas tout le topo sur les économistes dans Que faire, si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo qu'on a publiée sur ça. Mais je vais quand même vous lire une très courte citation du texte, et vous allez voir, c'est très proche de choses qu'on connaît actuellement. Si on veut résumer la position de Lénine sur les économistes, on a deux gros points. D'un côté, le fait de limiter la lutte révolutionnaire à la lutte économique, et de l'autre, l'ouvriérisme. C'est-à-dire l'idée que l'important, c'est pas que la lutte du prolétariat elle soit révolutionnaire, mais plutôt qu'elle soit menée par les ouvriers, qu'elle corresponde à une certaine identité ouvrière. Dans le cadre d'une élection, ça reviendrait par exemple à dire que les profils ouvriers sont le plus important, quitte à ce que ce soit sur une base réformiste. Ça, c'est la position que Lénine critique, et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément aujourd'hui. Si on observe les candidatures d'extrême gauche à la plupart des élections depuis 30 ans, en fait, on voit qu'il y a une très grosse tentation à compenser le manque de popularité par la question du profil ouvrier. Je vais vous donner quelques exemples au niveau national pour le coup qui sont très parlants sur ça. Si vous prenez les candidatures de Besancenot en 2002 et 2007 par exemple, vous voyez qu'on joue énormément sur cette image de facteur, travailleur normal à la hauteur des gens. Pareil pour la candidature de Poutou qui est construite de la même manière. Plus que le socialisme, on va plutôt mettre en avant l'image de l'ancien ouvrier, sympa, pas très à l'aise sur les plateaux télé. Ça marche aussi pour les candidatures d'Arlette Laguillet qui va souvent être présentée comme une femme ouvrière,
plutôt que révolutionnaire. Ce qui signifie pas forcément qu'elle va jamais parler de socialisme, mais que la manière dont est construite la campagne est très significative sur où est-ce qu'on va chercher les réserves de voix. Je trouve que c'est très bien illustré d'ailleurs par la manière dont Laguier va se présenter dans ses premières élections présidentielles. Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. On voit clairement qu'ici on joue sur des registres qui vont pas être ceux du marxisme révolutionnaire. Évidemment, ça veut pas rien dire que les marxistes présentent des femmes et des travailleurs, mais la question c'est de savoir qu'est-ce que les gens retiennent du contenu politique. Est-ce qu'ils vont retenir que c'est une candidature léniniste avec un programme socialiste révolutionnaire, ou est-ce qu'ils vont retenir une image d'ouvrier sympa à la hauteur de tout le monde ? Et si c'est plus tentant de jouer sur l'identité ouvrière et sur le côté sociologique, c'est parce que forcément avec le côté ouvrier qui casse avec les codes des politiciens habituels, on touche beaucoup plus large. Mais en réalité, un profil de candidat, aussi ouvrier qu'il soit, ça peut tout à fait rentrer dans le cadre du réformisme. C'est vrai que pendant longtemps, les réformistes ont complètement abandonné le fait de présenter des ouvriers, surtout depuis la chute du PCF, mais aujourd'hui même la France insoumise présente des travailleurs et des syndicalistes et ça les rend pas marxistes pour autant. Même si à court terme ça peut paraître tentant pour l'extrême gauche de s'appuyer sur un profil ouvrier, sur l'identité du candidat pour attirer la sympathie de gens qui voteraient pas naturellement pour un programme marxiste révolutionnaire, ça résout pas le problème à long terme. Si les gens votent pour une liste d'extrême gauche parce qu'ils l'identifient comme une liste de syndicalistes, ça avance pas du tout les idées révolutionnaires. Encore une fois, il y a toujours eu des ouvriers réformistes et même des ouvriers de droite, et rien n'empêche les réformistes de présenter des travailleurs. Et si on explique aux gens qu'une candidature ouvrière équivaut à une candidature révolutionnaire, le jour où les réformistes alignent des profils ouvriers, on n'a plus rien à dire. D'ailleurs, tout ce dont je vous ai parlé ici, c'est assez bien illustré par l'évolution du vote pour l'extrême gauche au présidentiel. Si LO et la LCR font près de 10% en 2002, c'est parce qu'ils sont pas vraiment identifiés comme une liste révolutionnaire. Là où LO et la LCR faisaient près de 10% en 2002, la quasi-totalité de leur électorat s'est reportée sur LFI à partir de 2017. Pas parce que les gens qui étaient convaincus par le communisme ont changé d'avis, pas non plus parce qu'ils se sont mis à voter utile, mais plus parce que les gens qui votaient extrême gauche en 2002 cherchaient un vote réformiste radical contre le PS et que la France insoumise n'existait pas encore. Dans ce sens, ça se tenait de voter pour un candidat avec une identité plus ouvrière, qui cassait avec la gauche caviar, sans pour autant être en accord avec les idées révolutionnaires. Ça renvoie à ce dont je vous parlais la dernière fois sur Que faire, sur la LCR notamment, et sur la tentation pour l'extrême gauche de se rapprocher du réformisme de gauche, pour essayer de péter le plafond de verre, et qu'au final, cette place, elle a été occupée par la France insoumise. Et c'est logique au final, que même si l'extrême gauche peut parvenir à faire certains résultats avec la sympathie qu'elle renvoie, que les gens préfèrent voter pour les vrais réformistes. Au final, les résultats de la LCR et d'LO au début des années 2000, ils sont très contradictoires. Parce que si on se dit à la base qu'on va participer aux élections pour la propagande, mais qu'au final ce qui apporte le plus de voix c'est de mettre la propagande communiste au second plan, que le plan de campagne le plus efficace c'est de favoriser une image ouvrière, de se montrer proche des mouvements sociaux comme les réformistes peuvent déjà le faire, à ce moment-là en fait on a perdu l'objectif qu'on s'était fixé au départ. Encore une fois, l'idée c'est pas de dire que c'est une mauvaise chose de mettre en avant des réformes, de mettre en avant des profils d'ouvriers et de précaires. Mais le truc c'est que si ces éléments sont les seuls qui amènent des votes et que le marxisme révolutionnaire il peut que en faire perdre, ça structure forcément la campagne. Il y a forcément une très grosse tentation et beaucoup de pression à aller vers ce qui fonctionne plutôt que de défendre des idées qui sont encore ultra minoritaires. Vous l'aurez compris, à l'appel communiste, on considère pas que c'est une très bonne chose de participer aux élections à l'heure actuelle, surtout au vu des forces des organisations qui se réclament du marxisme. Évidemment, la question des élections, ça reste une question de tactique, il n'y a pas de réponse évidente et la situation peut changer rapidement avec le contexte politique. Il faut garder en tête que c'est une dépense d'énergie énorme pour les militants et toute cette énergie, elle sera pas investie dans la propagande. Mais pour nous, c'est surtout une bonne excuse pour vous parler du point de vue léniniste sur les élections en général et pour vous donner les points qu'on trouve essentiels. Pour résumer, évitez de se retrouver dans une situation où les communistes seraient forcés d'expliquer qu'ils sont plus le vote utile que les réformistes à l'heure actuelle et que s'il y a une candidature communiste, l'élection doit être au service de la propagande et que la propagande ne doit pas s'effacer pour aller chercher l'électorat le plus large possible. Enfin, si le travail qu'on fait vous intéresse, je vous invite à discuter de tout ça avec nous en commentaire ou à nous contacter sur Insta ou sur notre site.